France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bienvenue tout le monde, c'est mercredi, nous sommes le 30 août, j'espère que vous allez tous bien en pleine forme jusque 18h avec pour m'accompagner aujourd'hui deux grands mâles, monsieur Jean-Marc Zébélus, comment va-t-il ? Ça va très très bien, bonjour à tous les auditeurs auditrices et puis content de vous retrouver après ces vacances tranquilles. Oui, ça va, ça a été ? Oui, ça a été, on n'est pas parti parce qu'on est resté avec les pigeons à Paris et puis on partira dans l'année, voilà, tranquillement. Très bien, ok. Monsieur Sinras, comment va-t-il ? Ça va très bien, ravi de vous retrouver tous. Toi aussi t'es pas parti ? Je suis pas parti, donc je sais pas si Jean-Marc, quand il parlait de pigeons, il parlait de moi ou de... Toi t'as un grand pigeon là. Non, c'est une expression, une métaphore, t'es resté avec moi avec les pigeons à Paris. Ouais, on les a nourris, non ? Exactement. Voilà, super. Quoique c'est interdit de les nourrir, les pigeons. Ah bon ? Oui, c'est interdit de nourrir les pigeons à Paris. D'accord. On préfère nourrir les pigeons que les migrants, par exemple, à Paris. Oh, ouais, c'est ça, malheureusement. C'est interdit de nourrir tout le monde à Paris. C'est ça, ouais. Tu sais qu'il y en a qui ont nourri des migrants et qui se sont retrouvés au poste. Hein. Exactement. Oui. Ouais. Bon, vive la France de 2017. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Avec au programme de ce LGF, votre nouveau rendez-vous dans un instant, c'est arrivé. Votre jeu dans lequel on va vous offrir donc cette Hitbox, une nouvelle Hitbox à offrir. C'est quoi la Hitbox ? C'est des bonbons. À l'intérieur, des super bonbons aux couleurs de l'Aïd avec marqué Aïd Moubarak sur les sucettes. Vous allez pouvoir vous régaler, ou plutôt vos enfants vont pouvoir se régaler. Donc vous allez pouvoir jouer pour gagner cette Hitbox offerte par Délices, d'Art des Délices, au pluriel. Allez faire un petit tour d'ailleurs pour savoir de quoi il s'agit sur le site d'artdesdélices au pluriel.com. Et vous allez voir toute la gamme que propose D'Art des Délices. Donc ils nous offrent gentiment ces bonbons. Il y a de quoi prendre des kilos, c'est vraiment magnifique. Hein, en plus c'est fabriqué maison, hein. C'est fabriqué maison. Oui, c'est artisanal, c'est vraiment très très sympa. Ça se passe du côté d'Épinay pour la boutique. Très bon. Voilà, je vous donnerai évidemment toutes les coordonnées tout à l'heure en temps voulu. Donc tout à l'heure, il suffira de choisir de faire le bon choix, de choisir Jean-Marc Zébélus ou aussi Naras. Vous nous appellerez donc à ce moment-là. Vous savez qui choisir, bien sûr. Ah bah oui, forcément. Donc Hitbox à gagner tout à l'heure à 17h30. Sinon, pour les coups de cœur, monsieur Sinras, quel est ton coup de cœur ? Mon coup de cœur, on va parler d'un petit endroit que j'ai découvert ce week-end. Donc c'est littérature. Ah yes. En 3 mots. Et c'est une petite librairie ça se perd un peu, la littérature, non ? Dans 92. Ouais, exactement. Et justement, tu fais bien de nous en parler puisqu'on va parler tout à l'heure dans le deuxième sujet, dans le premier sujet, de la rentrée scolaire, la première sous l'ère Macron avec Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a fait des annonces. Alors, qu'est-ce qui va concrètement changer pour vous ? Eh bien, au primaire, lycée, collège, enseignement supérieur, on fera le détail dans quelques instants pour vous expliquer un petit peu de quoi il va s'agir. On est de retour en tout cas pour la semaine à 4 jours, ça c'est apparemment acté. Et la suppression des emplois aidés, là, ça fait vraiment débat et ça pose grave problème pour certains qui avaient d'ailleurs ce petit emploi pour pouvoir vivre et qui ne l'auront plus puisqu'ils vont être pour la plupart en tout cas supprimés. Voilà, on parlera aussi du chantier de l'Islam de France. Certains élus, 3 au total sénateurs, se posent la question de la lenteur des chantiers de l'Islam de France. Vous vous souvenez l'année dernière, aux alentours du mois de juin, juillet, Bernard Cazeneuve avait réuni une certaine personnalité pour essayer de réfléchir à développer et à organiser l'Islam de France, sauf qu'un an plus tard, eh bien, ça n'a pas bougé. Jean-Pierre Chevènement, qui est toujours à la tête de la fondation de l'Islam de France, rien n'a bougé là aussi. Donc du coup, certains sénateurs sont montés un petit peu au créneau. On fera le point tout à l'heure avec vous dans cette émission. Coup de cœur de Zébélus. C'est une surprise. Très bien, ça sent le mec qui a préparé. La playlist de la team LGF aujourd'hui, c'est Osinras qui va nous faire découvrir un titre. Il nous expliquera pourquoi il veut nous faire écouter Youssoupha et l'entourage tout à l'heure. Et puis, avis tranché, monsieur Osinras, on va parler de Pupponi. Voilà, on va faire un petit point sur Sarcelles, sur l'actualité sarcelloise. Très bien, ça sera donc à 17h. Monsieur Zébélus, on va parler de quoi avec toi ? Un avis tranché sur justement l'opposition que fait le syndicat des thanatopracteurs qui s'oppose à la levée de l'interdiction des soins aux porteurs du VIH ou d'une hépatite virale. Donc en fait, on avait donné le droit à ce que ces gens qui meurent de ces maladies puissent avoir des soins dignes de ce nom post-funéraire. Et apparemment, les syndicats s'opposent à ça, à cette levée. Très bien, on en parlera donc à 16h40 avec toi dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous, c'est parti pour le LGF avec C'est arrivé, la première chronique. Ah, il est d'enfer ce jingle, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on y va avec C'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à 30 août? Eh bien, pour quelques anniversaires de célébrités. Tiens, on va commencer par l'anniversaire de la femme au chapeau. C'est la fondatrice des Miss France, Geneviève de Fontenay, qui a aujourd'hui 85 ans.
85 ans, ouais, quand même. Elle les fait pas. Ah ouais. Ancien grand champion de ski français, Jean-Claude Killy fête ses 74 ans. Oui, très grand Lui, champion. il fait plus vieux que Madame de Fontenay. C'est clair. Ouais. Il fera le maquillage fait bon effet aussi. Bah, évidemment. Il fera lui sa rentrée sur Canal+ lundi prochain. En clair, le journaliste Yves Calvi a aujourd'hui 58 ans. On va souhaiter un bon anniversaire à Loana. Vous connaissez Loana qui a fait de la télé-réalité dans Love Story. Elle était aussi chanteuse. Elle fête aujourd'hui ses 40 ans. Si, elle a chanté. Mais elle est pas chanteuse. Si, écoutez. Elle a chanté, preuve. mais elle est pas chanteuse. Preuve. Non mais attends. T'as un peu de respect pour les chanteuses. Digne de son nom. Ah ouais, grave. Loana, voilà, donc après sa sortie du loft, ce titre moi je souhaite pas joyeux anniversaire à Jean-Yves Calvi, j'aime pas trop ce journaliste. À qui? T'as pas dit anniversaire Yves Calvi. Franchement, il est ce qu'il est, mais il y a du professionnalisme derrière. Eh ben, je souhaite pas joyeux anniversaire quand même. Il y a quelque chose de magnifique, parce que c'est quelqu'un que j'écoutais il y a très longtemps sur des faits historiques, quand il relatait l'histoire de France et tout, c'était vrai, et surtout de Paris, c'est quelque chose de magnifique. Il a du talent. Maintenant, le personnage, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est bon, bah, aussi, il ne l'aime pas, en tout cas, il a droit. Bon, c'est un monsieur professionnel, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce 30 août? Bah, également souhaiter un bon anniversaire à celui qui présente le journal de France 2 tous les week-ends, Laurent Delahousse, qui a 48 ans. On se souvient d'ailleurs de Jamel Debbouze qui le perturbait sur sa coupe de cheveux à l'époque. Vous vous en souvenez? Écoutez. Monsieur Delahousse, excusez-moi de vous déranger, mais quand on est derrière, quand on est téléspectateur, on se dit comment il fait pour avoir les cheveux aussi soyeux que ça. Vous, c'est incroyable, ma parole, c'est extraordinaire. Ça a été un énorme boulot, je reconnais. C'est pour ça que votre JT marche avec les meufs. Mes cheveux. Ouais. Ça a été la base. Voilà, donc c'était Laurent Delahousse, donc un petit peu embêté, taquiné par Jamel Debbouze à l'époque dans son journal. Il a 48 ans, donc animatrice, surtout chroniqueuse aussi de l'émission Touche pas mon poste qui reprend la semaine prochaine sur C8. Valérie Benaïm a 48 ans, Cameron Diaz 45 ans, puis en face le journaliste scientifique Michel Chevalet a 78 ans. Je vous propose maintenant de partir un 30 août 1933. Et pour vous en parler, j'ai choisi cette petite musique. Écoutez. Ça vous dit quelque chose? En 1933, cette musique? Cette petite musique, c'est la... Non, c'est la pub. Non, mais la musique en 1933. Non, ils ont rien compris, les gars. C'est la musique de la pub d'une certaine compagnie, puisque la campagne publicitaire de Air France, puisque le 30 août 1933, c'était la création de la compagnie Air France. Principale compagnie aérienne française, Air France a vu le jour le 30 août 1933. À l'époque, c'est une loi votée par le Parlement qui mène à la fusion de 4 compagnies, créant ainsi Air France. La société œuvre dans le transport de passagers, évidemment, de fret, et dans la maintenance aussi aéronautique. La compagnie fait partie du groupe Air France KLM, Alliance aéronautique franco-néerlandaise. Un 30 août 1933, donc, la création de la compagnie Air France. Vous l'avez déjà pris, Air France? Et je crois même que Aigle Azur est plus vieux qu'Air France. Non. Ah non, Aigle Azur, c'est la plus vieille compagnie privée française, oui. Mais elle est plus récente. Elle est 1940, quelque chose comme ça. Et puis là, je vous plonge en 1987. Qu'est-ce qui s'est passé en 1987? C'était Madonna qui était à Paris, et vous vous souvenez de ce qu'elle avait fait ce jour-là? Elle avait balancé sa petite culotte. Exactement, de couleur rouge. Ouais. Au parc de Sceaux. C'est pas toi qui l'avais ramassé, non? Même pas. Au parc de Sceaux, en France? Oui, en France, en banlieue parisienne. J'avais 3 ans. Ah ouais. Bah oui, mais c'est pas de ta faute, t'as pas connu les belles choses, hein. Et puis en 1991, un 30 août, indépendance de l'Azerbaïdjan. Et puis en 93, c'est le roi Hassan II du Maroc qui inaugure la mosquée de Casablanca, qui était pour le coup d'ailleurs la deuxième plus grande mosquée du monde, après celle de la Mecque. On attend celle de l'Algérie qui arrive bientôt, et apparemment celle d'Alger va être encore plus grande. Elle est plus grande. Elle est plus grande, donc voilà. Et sachez que cette mosquée a été réalisée par le groupe Bouygues. Voilà. En partie. Voilà, en 1993, inauguration donc de la mosquée donc de Casablanca par le roi Hassan II. C'en est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Rendez-vous demain pour d'autres aventures. LGF, le grand forum avec Ossine Ras et Jean-Marc Zébellus qui sont avec nous aujourd'hui en ce mercredi après-midi. Avec dans 1 heure maintenant, vous pourrez jouer au grand quiz du LGF pour gagner donc votre Hide Box offert par Dard et Délices tout à l'heure. Voilà de quoi gâter vos enfants à l'approche de l'Aïd Kbir. Oui, c'est effectivement dans 2 jours, le 1er septembre d'ailleurs. C'est aussi le départ pour les plus de 2 millions de pèlerins aujourd'hui qui démarrent le Hajj et qui demain d'ailleurs vont aller du côté de Arafat. Du coup, beaucoup de musulmans
vont jeûner demain en solidarité justement avec les pèlerins qui se trouvent en ce moment du côté de voilà, exactement. Donc aujourd'hui le Hajj qui démarre, qui commence en grande pompe, parce qu'il y a apparemment des conditions de sécurité assez impressionnantes cette année. Jean-Marc, je sais pas si tu as vu, mais oui, mais ça reste quand même désuète parce qu'il y a énormément de monde et puis la discipline n'y est pas toujours au rendez-vous. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais on espère que tout se passera bien et dans les meilleures conditions pour tout le monde. Le plus gros danger, en fait, c'est les écrasements, les étouffements, en fait. C'est ça qui est le pire, que chaque année, il y a pas mal de morts. Oui, moins que quand même les années précédentes, ça a un petit peu arrangé quand même. Ça s'est arrangé, bien sûr que ça s'est arrangé, mais on devrait quand même pratiquement ne pas en avoir, quoi. Oui. Ça serait dans l'idéal. Théoriquement. En tout cas, on espère effectivement que ça va bien se passer. Vous avez peut-être dans votre entourage de la famille qui est partie au Hajj. Eh bien, on leur souhaite évidemment bon voyage et un bon moment de spiritualité, puisque c'est avant tout cela. Et la plus âgée des pèlerins cette année a 105 ans. C'est une Indonésienne qui avait ce rêve de pouvoir réaliser, de faire son Hajj. Elle l'a réalisé à l'âge de 105 ans, comme quoi il est jamais trop tard. Hein. Et puis, nous avons aussi les personnes que nous avons Aide-moi, l'association, qui ramène. Ils ont pu ramener quelques personnes justement à la Mecque, les personnes qui sont en mobilité réduite, les personnes qui sont malvoyantes, les personnes qui sont très âgées aussi. Formidable. En tout cas, on va suivre ça de près et on espère que tout se passera bien pour tout le monde, tous ces pèlerins donc qui démarrent le Hajj aujourd'hui. On va parler maintenant de la rentrée scolaire. Vous savez que c'est pour lundi pour les élèves, vendredi pour les profs. On a appris quand même que 23 000 postes devraient être supprimés, ceux dédiés notamment à l'assistance des directeurs d'école. En revanche, 50 000 emplois seront conservés. Ils concernent l'accompagnement des élèves en situation de handicap. C'est ce que confirme donc le ministre de l'Éducation qui faisait lui sa rentrée hier, sa conférence de rentrée, et qui au-delà de cette question d'emploi aidé, eh bien, c'est surtout appliqué à donner sa vision de l'école. Alors, quelle est la vision de l'école du nouveau ministre de l'Éducation nationale? Écoutez. Cette vision, vous la connaissez, je la résume en une devise d'une certaine façon. C'est l'école de la confiance, parce que je pense que nous avons à contribuer à une société de la confiance par l'école de la confiance. L'école de la confiance, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie d'abord la confiance du ministre dans les acteurs du système. C'est extrêmement important. Et un jour comme aujourd'hui, je veux dire ma confiance à tous les acteurs du système, et évidemment, tout particulièrement aux professeurs de France. C'est eux qui, au quotidien, font vivre le système scolaire. Je suis le ministre des professeurs, je suis là pour les soutenir. Je dois dire devant la société française à quel point leur fonction est absolument indispensable pour notre vie collective, pour la République. Et nous devons tous être en soutien des professeurs, et c'est vrai de la part du ministre, c'est vrai de la part de toute la population française. Cette école de la confiance, c'est avec un objectif. C'est que grâce à la confiance de tous les acteurs, la fin, le but, vous le savez, c'est d'arriver à la confiance des élèves en eux-mêmes. Donc le maître mot de cette rentrée pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale, sous l'ère Macron, c'est la confiance. Ça vous donne envie, ça? Oui, mais je dois dire que les suppressions de postes dont on parle, en fait, c'est pas des suppressions de postes, c'est des suppressions de contrats aidés. C'est des contrats aidés, c'est des emplois subventionnés, en fait, tout simplement, qui concernaient les personnes. Ce sont des auxiliaires de vie scolaire qui étaient pour les enfants handicapés, et secrétaires, documentalistes, etc. Le ministre, d'autre part, dit qu'il va y avoir 8000 créations de postes, c'est-à-dire des emplois, de vrais emplois, qui seront créés justement pour pouvoir, soi-disant, subvenir à tous ces besoins. Mais la confiance, pour l'avoir, il faut avoir une certaine foi, avoir la foi en son pays, en sa nation, en son gouvernement, et c'est pas toujours évident. La confiance aussi, ça te donne envie, ça, pour cette rentrée scolaire? En tout cas, sur la réforme des rythmes scolaires, c'est une bonne chose, parce que franchement, c'était pas adapté à toutes les villes. Là, je crois que c'est les municipalités qui vont, par exemple, pour les écoles primaires, qui vont décider eux-mêmes de... Oui, je crois qu'il y a un tiers qui reviennent pour les budgets qui vont avec. En fait, c'est le même temps de travail, sauf que ça va se réformer sur le planning, en fait, je crois. Voilà, on va avoir des 4 jours. Sur certains départements, on va avoir... Pas tous, un tiers. Un tiers, exact. Et je voulais dire aussi que, là, encore une fois, c'est bien de réformer le planning, parce que voilà, il y avait des erreurs, surtout de laisser décider ceux qui sont sur le terrain de leur rythme scolaire par rapport à leurs élèves et les familles qu'ils ont en face. Mais le gros problème, c'est que il y a toujours pas de réforme de la scolarité en elle-même. Il y a toujours pas la réforme de l'école. Il y a des villes dans 93, faut savoir qu'ils vont pas ouvrir à la rentrée parce qu'ils ont pas assez de professeurs. Il y a une école, je crois, qui a décidé de fermer le principal de l'école parce qu'il avait pas assez de professeurs pour les élèves.
à la rentrée. Donc c'est ça le vrai problème. Un autre problème aussi, c'est dans l'éducation, le contenu des cours. On parle toujours pas de notre histoire. Ça va créer les mêmes dégâts. Faut savoir qu'il y a un sujet qu'on parle pas du tout aujourd'hui, ni dans les médias, ni nulle part. C'est la déscolarisation massive dans les quartiers. Aujourd'hui, un jeune attend d'avoir 16 ans pour arrêter l'école. Il y a rien qui est fait dans ce sens-là. Il y a aucune alerte qui est donnée, ni rien. Parce que c'est nos quartiers qui sont je suis d'accord aussi. Mais il y a un moment donné aussi, il faut que les parents aussi, un petit peu. Je crois pas que c'est la faute des parents. On n'a jamais essayé de réformer l'école. Si l'école intéressait les élèves, on a connu des choses plus difficiles, où on avait moins de confort, où on réussissait quand même à aller à l'école, à s'en tenir à ça. Je pense qu'il y a aussi un délaissement des parents qui ont baissé les bras. Pour moi, mon époque, elle n'était pas plus difficile que pour les jeunes d'aujourd'hui. Moi, la mienne, elle y était. On n'avait pas Internet, on n'avait pas des Nike, on se passait les chaussures. Justement, c'est pas pour autant que c'était plus difficile. C'était pas évident. Manger, c'était compliqué. Il y avait pas autant d'aide sociale à portée de main. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas qu'aujourd'hui que les gens ont. Je pense pas que le problème il est là dans l'école. C'est pas un manque de moyens financiers ou un truc comme ça. C'est justement aujourd'hui il y a plus de c'est les parents d'éduquer les enfants. Il y a plus de télé, non, aujourd'hui c'est pas que les enfants des quartiers, c'est l'être humain en général. Il est pas seulement éduqué par les parents, il est éduqué par l'environnement qui l'entoure, donc ses proches, les amis dans la rue, phénomène du mimétisme. Mais qu'est-ce qu'il faut dans la rue? C'est pas qu'il a le droit de sortir. Mais moi je sortais pas moi de chez moi. C'est pas fini. Celui qui ne sort pas, il y a la télévision et Internet aujourd'hui, c'est des gros éducateurs de la pensée de nos jeunes dans les quartiers. On peut rien faire, on peut pas faire autrement. C'est l'être humain en général qui est comme ça aujourd'hui. Je suis maintenant le problème de la scolarité en elle-même, si un élève comme moi aujourd'hui, je l'ai été, comme tout le monde, on l'a tous été, c'est qu'à l'école on retrouve pas ce qu'on veut trouver. Mais c'est tout. Aussi, donc que ce soit dans l'histoire ou dans la méthode qui est donnée. Je pense qu'il faut savoir pourquoi on va à l'école. Il faut savoir pourquoi on va à l'école et que je crois que le réel problème passe d'abord par les parents et l'éducation, ce qu'on inculque à nos enfants. Par rapport à l'école, j'y crois pas du tout. On a reçu ce n'est pas l'école qui éduque les enfants. Faudrait dire ça aux Ce n'est pas l'école qui éduque les enfants. Faudrait dire ça aux jeunes de nos quartiers qui ont des bacs plus 5, plus 6 et qui aujourd'hui sont toujours dans la rue. Alors on va accueillir Samir qui souhaite nous donner aussi son avis sur l'école. Salut Samir. Oui, bonjour. Bonjour Samir. Alors comme toujours, émission intéressante que malheureusement je peux pas suivre tout le temps. Alors c'est vrai que voilà, le sujet de l'école c'est un sujet assez complexe et c'est hyper intéressant de vous entendre parler là-dessus. Et c'est vrai que voilà, on avait peut-être pas tout le confort aussi à une époque et c'était aussi dur. Mais j'avais l'impression que les cellules familiales étaient plus stables en fait. Qu'aujourd'hui, moi je le vois autour de moi, les familles monoparentales avec des femmes en fait qui élèvent seules leurs gosses, il y en a de plus en plus et alors c'est bien sûr il y a alors, si je peux me permettre Samir un instant là-dessus parce que le débat qu'avait Jean-Marc et Ossine à l'instant est très intéressant parce que aujourd'hui peut-être plus que auparavant il y a des familles monoparentales, des femmes qui élèvent leurs enfants seules et qui ne peuvent peut-être pas tout gérer, d'où peut-être plusieurs enfants qui sont pour le coup, aussi, tu le sais aussi, dans les quartiers, à 23h, seul le soir, dehors. Mais moi, je parlais pas de ce sujet-là. Je parlais vraiment de la déscolarisation, le fait qu'on n'est pas intéressé par l'école et qu'on a... Mais c'est lié aussi. Bien sûr que c'est lié. Moi, je suis d'accord avec Jean-Marc quand il dit que, et d'ailleurs, dans les années 60, on disait instruction, on disait pas éducation. Sauf que aujourd'hui, c'est idéal, c'est vivre, c'est ne pas vivre dans le réel que de considérer qu'on peut uniquement instruire les enfants et qu'aujourd'hui, on est face, en fait, à des... C'est comme les hôpitaux où on est face à des usagers dont on doit tenir compte de l'environnement, du mal logement, de la santé, d'un jeune qui arrive à l'école et qui est pas nourri, je veux dire qui a pas pris son petit déjeuner, tout ce genre de choses. Donc, mais Christophe, si tu le permets, je voulais intervenir sur l'école, mais sur un sujet aussi qui en ce moment est en train de qui est médiatisé, qui commence à l'être et je pense qu'il va l'être pour la rentrée. Attendez-vous à ce qu'on en parle un petit peu. C'est, je sais pas si vous avez vu ces temps-ci à la télé, mais un professeur de collège, un principal de collège qui a sorti un livre qui s'appelle Imam de la République ou principal de collège, qui était principal en fait dans les quartiers nord de Marseille et qui nous explique que voilà, il y a eu une montée du religieux dans les établissements. Donc déjà la première remarque, c'est que on parle de problèmes dans les établissements scolaires, on pourrait parler en fait de problèmes sociaux, de 1000 problèmes, mais monsieur décide, je pense que c'est un livre à la commande, de focaliser sur le religieux, où il nous explique en fait que c'est des classes déjà de 95% de jeunes musulmans. Ça a l'air de choquer personne en fait. C'est-à-dire que le mec passe hier à la télé sur France 5
où il nous explique que il y a des jeunes qui font le ramadan, qu'il y a des jeunes qui à un moment donné, voilà, et nous dit à un moment donné, et ça passe inaperçu, sans que vraiment personne ne le retienne, que les classes sont composées de 90% de jeunes musulmans. Mais c'est ça qui devrait nous interpeller. C'est un peu ce qu'avait dit Robert Ménard, je crois, pour les écoles de sa ville à Béziers. Or, c'est totalement interdit. Quelque part, même s'il le dit. Même s'il le dit avec, alors c'est quoi le problème, Samir, c'est quoi démagogie, c'est quoi le problème en fait? C'est que ce monsieur sort un livre et sort ses vérités à lui, qui sont pas forcément les vérités de tout le monde. Aujourd'hui, il y a des professeurs que je connais, moi, qui m'ont raconté, des professeurs qui, pour le coup, ont des origines aussi, donc qui m'ont dit en cours d'histoire, dans certains endroits de la République, tu peux pas faire une histoire sur la Shoah, par exemple, parce que ça se transforme directement en drame et ça part tout de suite en conflit. Ça, c'est une réalité, il faut pas la nier. Mais c'est une réalité à prendre en compte. À un moment donné, c'est les profs qui doivent être aussi préparés à ce genre de réflexion depuis le temps où on a fait cette réflexion. Si je peux me permettre, justement, on en revient à ce que je disais avant. Si on racontait nos histoires à nous pendant des cours d'histoire aussi, on rigolerait pas de la Shoah. Là, tu pointes deux doigts. Effectivement, tu pointes deux doigts. La guerre d'Algérie, par exemple, est totalement exclue ou pratiquement. Moi, je préfère utiliser ce micro pour pointer du doigt ce qu'on ne pointe jamais. Les parents en parlent toute l'année. Je néglige pas, je sais que ça existe. Mais maintenant, faudrait pointer du doigt le vrai problème. Des professeurs jeunes qui passent avec des moyennes de 7, ils deviennent professeurs dans nos écoles, dans nos quartiers. Je les connais. D'accord? Des lycées qui ouvrent avec un prof qui vient, excuse-moi, la moyenne elle est rabaissée à 7. Même des fois moins quand il n'y a pas assez de professeurs. Comment ça? Et alors ça triche dans les facs, je l'ai vu de mes propres yeux. Les surveillants donnent des réponses aux futurs professeurs. Et ces professeurs, mais oui, alors c'est ceux qui éduquent nos enfants, mon pote. Exactement. Non, mais attends, qui vont expliquer à nos enfants qu'il ne faut pas tricher. C'est pas nouveau. Ok, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il faut réformer. Ça n'a pas à exister. C'est ces futurs professeurs qui vont expliquer à nos enfants qu'il ne faut pas tricher. Mais il n'y a pas que ça. T'es en train de parler de cas marginaux. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Arrêtez de dire. Non, moi aussi j'étais à la fac. Pendant très longtemps, arrêtez de dire que tout le monde trichait. Je suis désolé. Non, il y a ce problème qui existe. Il y a ce problème qui existe. Il y a certainement ça, mais c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas la conséquence de ces professeurs. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut pointer du doigt ce qui n'est jamais pointé du doigt. Ce qu'on est en train de dire là, ça n'a été jamais dit et ça existe. Et plusieurs personnes peuvent raconter cette histoire. Oui, Samir, vas-y, je t'en prie. Moi, je pense que les deux, et c'est pas de la langue de bois, ou c'est pas, les deux ont raison. Quelque part, c'est vrai qu'il y a un nivellement vers le bas. Où moi je pense que là où on sait qu'il y a des problèmes, et on le sait depuis 20 ans, on devrait concentrer en fait pas mal d'efforts là-dessus. On devrait mettre le paquet, envoyer des profs qui sont aguerris, des retraités, un système de comment dire, de compensation financière ou autre, de motivation, qui donne envie en fait à des professeurs d'aller enseigner dans les banlieues. Et on devrait mettre le paquet. Or on le fait pas. Et la question c'est pourquoi on le fait pas? C'est une réalité aussi, parce que on va prendre un département qu'on connaît bien. Merci à toi, Christophe. Merci Samir. En Seine-Saint-Denis, un prof m'a confié, que j'ai rencontré d'ailleurs pour le coup en vacances, je raconte pas ma vie, mais en Turquie, et il m'avait confié qu'effectivement, au collège, il y avait un manque crucial de professeurs. Et qu'en Seine-Saint-Denis, avec une moyenne de 7, tu devenais professeur. C'est quand tu dis et alors, Jean-Marc, moi ça pose la question. C'est vraiment dramatique. Christophe. Je généralise pas, bien sûr. Que ce problème existe. Oui, il existe. Qu'on en parle, qu'on évoque, je veux bien. Mais ne disons pas que les échecs que nous connaissons sont la conséquence de ce 7 et de tout, etc. Mais quand t'as des profs qui aujourd'hui, le problème de l'éducation, c'est pas ça. Ça, c'est franco-français, ça. C'est la mentalité française. Enseigner, c'est quoi? C'est ne jamais cesser d'apprendre soi-même pour pouvoir enseigner. Tout simplement. Ce que je veux dire, c'est la méthodologie. De l'enseignement en France qui est à revoir. C'est-à-dire que par rapport aux autres pays, on apprend des kilos de choses pour en utiliser 2 grammes. C'est ça qu'il faut réformer. C'est apprendre les élèves à aller à l'essentiel pour pouvoir s'orienter, sensibiliser à des métiers. C'est ça qui est important. Non, je parle de méthodologie, mais parler de la cause, de l'éducation, de ci, de ça, etc. Je pense que chacun a son rôle. L'école n'est pas là pour éduquer les enfants. L'école est là pour sensibiliser les enfants. Pour instruire. Mais est-ce que tu trouves normal que des profs avec cette moyenne puissent justement exercer? Ça me choque pas. Je vois pas où est le problème. C'est pas pour autant qu'on soit pas un bon. Pardon, Jean-Marc, moi ça me choque. C'est pas pour autant qu'on n'est pas un bon pédagogue. La pédagogie, c'est autre chose. Alors comment t'expliques qu'on envoie sur le terrain dans des classes difficiles des jeunes profs qui ont qu'une expérience? On a connu des mecs qui étaient nuls à l'école et à la fin ils sont finis ingénieurs, ils ont fini grands médecins. Et l'inverse. Et l'inverse aussi. Et malheureusement c'est plus le cas pour l'inverse.
Bon. Pour en revenir au début de cette discussion, je voulais juste pointer du doigt un sujet dont on parle jamais, et je vois qu'il est on peut le construire très fortement, c'est la déscolarisation. Ouais. Voilà. En ce moment, on n'en parle pas. Les C'est pas concerts un de sujet il faut débat. que les Et parents pourtant, on voit aussi bien qu'on n'est pas tous prennent du même leur avis. part de C'est un bon débat. responsabilité. Pas seulement. Et je suis d'accord avec toi, mais pas seulement. Pas seulement, Pas mais seulement. il faut qu'ils reprennent en main aussi l'éducation de leurs enfants. Pour moi, quand des parents ou un parent met leur enfant entre les mains d'une institution, c'est donner beaucoup de confiance à cette institution. Quand t'as un enfant de 3 ans que tu mets en maternelle, tu donnerais pas ton enfant de 3 ans à n'importe qui. Cette confiance qu'ont les citoyens français pour leurs enfants envers ces institutions-là, elles doivent leur le rendre. Parce que l'école, elle est obligatoire. Donc ils s'y rendent. Et maintenant, la France, elle doit réformer parce que les citoyens, ils sont pas d'accord de l'éducation. Pour avoir eu des enfants en maternelle, quand ton enfant, il est à la maison, il a tout le temps vécu avec toi à la maison, il va partir à la crèche. Il va avoir des petits copains qui ont des langages différents et il va commencer à sortir ces petits langages pour toi. Si tu rectifies pas tout de suite, tu lui dis, ici ça se passe pas comme ça, hein. Tu parles pas comme ça. Oui, dans le plus beau des mondes. Je suis non, mais avec ça, toi, je l'ai vécu, j'ai 3 enfants. C'est pas la raison Non, mais je l'ai vécu. J'ai vécu avec mes enfants dans des quartiers difficiles, avec des langages qu'on pas aille plus évidents. loin, même les parents eux-mêmes, Donc, quand la petite a rentré à la maison, que la maman, elle est H24 devant les téléréalités, qu'elle-même, elle fait des snaps un peu bizarres. Donc ça, les parents, on leur parle de responsabilité. Oui, je suis d'accord, Voilà. oui. Aussi, Jean-Marc, la question que je vous pose, moi, concrètement aujourd'hui, comment vous expliquez que beaucoup de parents aujourd'hui, alors, bien sûr, ceux qui ont un peu de moyens, décident, lorsqu'on habite des quartiers populaires ou des quartiers difficiles, école privée, parce qu'on fait plus confiance à l'école de la République, parce que le niveau est tellement bas qu'on n'a plus envie d'envoyer ses enfants. Non. Il faut dire, chacun y trouve sa raison. Faut arrêter la langue de bois. J'habite à Saint-Denis, j'habite un quartier raisonnablement difficile. On m'a volé déjà 2 voitures. Disons-nous les choses. On m'a volé déjà 2 voitures. Ouais. J'ai qu'une envie, je veux bouger. J'avais acheté, j'étais propriétaire. Je veux m'en aller de là. Ouais. Je vais dégager de là parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Donc à un moment, faut arrêter tu démissionnes. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Je veux dire, à un moment donné, plutôt que de vouloir, quand on appelle la police qui veut pas venir, qui dit machin, ceci, porter ils en ont absolument rien à foutre, la ils en police. ont rien à faire. Ouais. À un moment donné, on se dit, je vais aller là où mes enfants, mes trucs et tout me conviennent. Ouais. Faut arrêter de dire. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'on est entre nous, et entre nous, on se bouffe. On n'a pas compris que c'est à nous de nous émanciper et de nous élever, de se battre, de faire en sorte que nos enfants, peu importe, on n'a pas besoin que nos enfants soient tous des ingénieurs, des médecins, mais qu'ils soient des plombiers, qu'ils soient des aragistes, mais qu'ils soient dignes, qu'ils apprennent à se contenter du SMIC, ou même de vouloir plus. Ouais. C'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Si on a 1500 € par mois, si on peut essayer d'espérer, on va se battre pour en avoir plus, mais on va pas aller brûler des voitures volées pour en avoir plus. Ossine? Oui, là, je suis d'accord. Bon. Alors, autre réforme importante qui va d'ailleurs en contradiction un petit peu avec Najat Vallaud-Belkacem, puisqu'il a parlé d'assouplir le redoublement, le ministre. Donc, en tout cas, le décret soutenu par sa prédécesseur et adopté en novembre 2014, affirmant le caractère exceptionnel du redoublement. Il doit rester possible quand c'est dans l'intérêt de l'élève et dans des cas qui doivent rester rares, déclarait Jean-Michel Blanquer au début juin aux Parisiens. Il veut assouplir et permettre, parce qu'aujourd'hui on a pointé du doigt le redoublement, on l'a quasiment d'ailleurs exclu. Or, ça peut paraître nécessaire pour certains élèves dans des périodes bien précises. Vous êtes pour ou contre le redoublement? Ce serait cool qu'on le utilise que en cas d'extrême force majeure, comme elle a dit. Ouais. Moi, je pense que le redoublement, je pense que c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont bacheliers, vous leur demandez de vous écrire un courrier. Bonjour. Les bacheliers aujourd'hui, bonjour. Donc je pense que redoubler, faire en sorte de leur donner des moyens de mieux se préparer pour affronter les classes supérieures, ce serait dans leurs intérêts. Parce qu'aujourd'hui, on donne le bac, on donne tout comme ça, et les enfants se croient tout permis et veulent de tout. Et ils vous disent qu'une chose, les gamins, tout petits, j'ai droit. Ils ont que des droits, ils ont pas d'obligations. Ouais. Moi, je suis pour ce qu'il a dit le ministre, en fait. Ouais. Vraiment. Assouplir et permettre, dans des cas bien précis, le renouvellement, parce que ça a eu quand même des effets positifs sur certains joueurs. On a tous quelque part loupé une année parce qu'on a fait un petit peu le guignol, etc. Et le redoublement. Moi, ça m'est arrivé, mais ça m'a fait du bien. Moi, j'ai redoublé, ça m'a pas. J'ai redoublé une fois, j'ai pas aimé du tout. Et là aujourd'hui, oui, mais d'accord, mais ça permet à certains élèves de c'était pas par rapport aux notes, c'était par rapport au comportement. Donc voilà. Voilà, c'est normal, monsieur. Non, c'est pas ça normal, va parce avec. qu'après, ça va pas Non, calmer. le comportement, ça va
avec. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, t'es un garçon posé. Un garçon serein. Je crois que l'année où j'avais le comportement le plus pitoyable, c'est l'année où j'ai redoublé, justement. L'année d'après, oui. en fait. Mais heureusement, parce qu'aujourd'hui, ça fait de toi un homme serein. Ouais, bien sûr. 01 40 33 9000 si vous voulez évidemment nous parler un petit peu de ce nouveau rythme scolaire. Mais où ça en est, ça en est justement le passage de 15 élèves par classe, là? Alors justement, oui, ça pour a été annoncé. les CP, là. Oui, ça, les CP, pour ce qui est des primaires, effectivement, ça va être fait, hein. Ça a été annoncé, là aussi. Il y a voilà, ça va se faire dans certains endroits de France, pas tous. Oui, pas partout, on va avoir des tests, hein. Il va y avoir des tests, on va dire pilote. En tout cas, un pilote, exactement, c'est ce qu'avait promis, donc, Emmanuel Macron lors de sa campagne. A priori, ça va être chose réalisée. D'ailleurs, puisqu'on parle de Macron, vous avez vu encore la chute, là. Ouais, ça devient terrible. Non, mais ça, c'est tout à fait normal. Il y a rien d'exceptionnel. Je veux dire, le mec, il commence, c'est les vacances, il a été élu par défaut. Rien d'exceptionnel, quand même, pour monter en 95. Mais le contexte n'est pas pareil. Le contexte n'est pas le même. Le mec a été élu par défaut. Entre choisir la peste et le choléra, on a choisi une maladie. On subit les conséquences de la maladie. Voilà. Vu sous cet angle, oui, pourquoi pas. D'accord. Donc, en tout cas, ça promet avec notamment l'affaire des ordonnances qui sortent demain, là. Attention. Mais tout ça, c'est, alors moi, je veux dire une chose. Oui. Moi, je pense que pour l'instant, la France a besoin d'une profonde réforme. Ce que connaît la France aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont connu avec les rois, lors de la Révolution, 1700, etc. Ceux qui ont prôné justement l'abolition de la royauté et tout, la réforme de la royauté et tout, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui se sont retrouvés la tête coupée et qui se sont retrouvés jetés. Ceux qui ont procédé à ces réformes se sont retrouvés jetés et accusés. Donc aujourd'hui, si Macron fait ses réformes, il faut qu'il s'attende à ce que lui aussi qu'il passe au bûcher. D'accord. Bon écoute, j'espère qu'il aura entendu en tout cas. Les hauts conseils de Jean-Marc Zébélus dans un instant, messieurs dames, on va parler sur France Maghreb 2 dans votre LGF. On va parler du grand chantier de l'islam de France. Vous avez fait tout un cinéma l'année dernière avec Bernard Cazeneuve qui avait réuni d'ailleurs un certain nombre de la communauté musulmane pour essayer de réfléchir et développer un petit peu l'organisation de cet islam de France avec la création de cette fondation de l'islam de France qui est toujours d'ailleurs présidée par Jean-Pierre Chevènement. Jusqu'alors, 3 sénateurs sont montés au créneau hier dans une tribune publiée dans la presse écrite. Ils s'alarment, ils s'inquiètent finalement que rien n'ait changé depuis un an. Rien n'a avancé sur des chantiers, sur des décisions phares qu'ils étaient tentés de mener au cours d'une année. Donc on s'en inquiète, on s'en interroge sur la formation des imams, sur le halal, etc. On en reparle avec vous dans un instant au 01 40 33 9000, au 06 18 21 56 41. Mais avant cela, le zapping, l'avis tranché de notre ami Osinras qui va nous parler de Pupponi et de Sami Débat. Vous vous souvenez? On avait reçu d'ailleurs ici même. Et puis Jean-Marc Zébélus dans un instant aussi pour son avis tranché. Et puis n'oubliez pas aussi votre quiz du LGF avec à gagner une Aïd Box, des bonbons pour vos enfants pour l'Aïd. Il vous suffira de nous appeler au 01 40 33 9000. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Allez-y, appelez-nous maintenant. 01 40 33 9000. Vous aurez juste un choix. Mais alors le bon à faire. Appelez. Vous savez qui choisir, hein. Jean-Marc Zébélus, comment moi je veux. Dans la vie, j'ai la chance de gagner souvent. Il y a toujours un perdant. Faites comme vous voulez, hein. Ouais. En tout cas, le choix vous est donné. Il y a juste à parier sur Jean-Marc ou Ossine. Si vous faites le bon choix, c'est pour vous la Hitbox que vous recevrez d'ici l'Aïd à la maison pour satisfaire vos enfants. À tout de suite. LGF avec Osinras, avec Jean-Marc Zébélus aujourd'hui, débat animé donc sur la rentrée scolaire. Et bonne rentrée à tous évidemment. Pour les professeurs, c'est vendredi, pour les élèves donc à partir de lundi. On a parlé de cette nouvelle rentrée scolaire, la première sous l'ère Macron, qui va être donc menée par le tout nouveau ministre, pas très connu finalement, Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation nationale, qui a présenté hier cette rentrée lors d'une conférence de presse. On va voir un petit peu comment ça va se passer. On va suivre de près en tout cas, avec aussi des retours sur le terrain, et vous pourrez nous tenir au courant bien assez fréquemment de ce qui s'y passe réellement, comment ça s'organise, etc. On sait que il y a un gros débat autour de la suppression des emplois aidés. Qui d'ailleurs empoisonne un petit peu la vie de certaines communes, mais on va suivre un petit peu comment ça va s'organiser et on pourra également recueillir vos témoignages parce qu'on sait que beaucoup bien nous écoutent à la sortie justement des cours. Les profs en l'occurrence, je pense à quelques profs d'anglais là qui nous appelaient régulièrement, donc qui pourront nous dire un petit peu comment ça se passe au quotidien dans les lycées, les collèges et les primaires également. Dans un instant, on va parler du chantier de l'islam de France qui est un petit peu en panne visiblement. C'est le son d'alerte qui a été donné par 3 sénateurs hier dans une tribune, un an après de fortes annonces et de grosses ambitions pour le gouvernement précédent et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Sauf que ces 3 élus se disent que aujourd'hui rien n'a bougé, rien n'a avancé, donc tire la sonnette d'alarme. Pour l'heure, on va parler d'un avis tranché. Écoutez celui de Monsieur Zébélus, Jean-Marc. Il est prêt, Monsieur Zébélus? Tout à fait. Également. Allez, on y va pour le jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Avant de retrouver le zapping, voici l'avis tranché de Jean-Marc Zébélus pour ce mercredi 30 août. Alors mon avis tranché concerne les soins funéraires. Alors j'avais fait un coup de cœur en disant qu'on avait fait une levée concernant les soins qui devaient apporter, les soins funéraires qui devaient être apportés aux gens qui étaient infectés du sida ou même de la rage ou différents, ne pouvaient pas avoir de soins funéraires parce qu'on disait que c'était contaminé. Donc il y a une levée de cela et là on a des syndicats indépendants qui se sont opposés à cela en disant qu'il pouvait y avoir contamination. Alors ce qui est totalement faux puisque l'OMS dit que ces maladies ne seront pas transmissibles aussi facilement et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à ce moment-là les infirmières aussi, les médecins et compagnie, les personnels soignants devraient aussi refuser de soigner, d'apporter les soins nécessaires à ces gens. Donc mon avis tranché est de dire qu'une personne qui meurt d'une maladie qu'elle n'a pas choisie, peu importe comment elle a eu sa maladie, mais certainement pas qu'elle l'a voulu, doit pouvoir justement, dans le dernier moment qu'elle va passer avec sa famille, avoir des soins dignes de ce nom et ne pas se retrouver dans un état de putréfaction complètement défiguré. Je pense qu'il y a un minimum à avoir, un minimum de dignité à avoir pour cette personne, car nul n'est à l'abri de ces infections, car ces infections, on ne sait pas exactement comment elles arrivent. Pour certaines personnes, oui, mais pas pour tout le monde. Donc, je pense que c'est une erreur et qu'on doit apporter un soin funéraire à ces personnes qui sont décédées de ces maladies virales. Merci Jean-Marc, effectivement c'est un sujet qui est très peu médiatisé mais ô combien important. Merci d'avoir rappelé Ossine, je sais pas si tu as un petit commentaire à faire. Non mais il a bien fait, parce qu'on en parle rarement encore une fois. Ce qui est bien dans notre émission, c'est qu'on parle de sujets qui sont très rares chez les autres. Exact, c'est ce qui fait un peu la spécificité du Grand Forum France Maghreb 2, grâce d'ailleurs à la contribution de vous, chers amis chroniqueurs. Chroniqueuse. Aussi, on va te retrouver dans un instant. On va parler de Pupponi. On est du côté de Sarcelles. Ouais. Puisque Pupponi, ton ami, mon grand ami. Oui, grand ami Pupponi. Ton ami. Mais on va parler pour l'heure le zapping. Alors dans le zapping d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai après la nomination hier, vous avez suivi d'ailleurs cette affaire, la nomination du journaliste Bruno Roger Petit, qui a été nommé porte-parole. Eh bien, Cécile Amar, qui est journaliste invitée de cet avou hier, s'interroge. Écoutez. Ont été porte-parole des autres présidents. On pense, vous connaissez Patrick, la porte-parole de Macron pendant la campagne. Voilà, mais ça a été très dur. Mais ceux qui ont tenu ces postes, c'est plutôt des diplomates. Enfin, Catherine Colonna, c'est une très bonne porte-parole de Jacques Chirac. Elle est diplomate. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est que on fait pas du tout le même métier. Et c'est pas parce que vous êtes un très bon journaliste et que vous êtes malin et que vous connaissez les journalistes que vous serez un bon communicant. Que vous serez un bon porte-parole. Est-ce qu'on peut tout de même penser, on peut au moins le souhaiter peut-être à Bruno Roger Petit, que le fonctionnement de l'Élysée sous Macron est pas tout à fait le même que sous Hollande, que c'est un peu plus structuré, parce que là, Sérillon, ça a vraiment, il a été cornérisé. Oui, non, mais il a été cornérisé. Oui, mais après. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils connaissent très bien le président. Mais je suis pas sûre que ça suffise. Enfin voilà, l'Élysée, c'est une machine, c'est une maison avec des fonctionnaires, avec il y a son cabinet, il y a 50 conseillers. Enfin voilà, il y a des arbitrages de cabinet. Il suffit pas d'être ami ou de bien connaître le président pour. Voilà les interrogations de la journaliste Cécile Amar sur France 5 dans cet avou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la nomination de Bruno Roger Petit, qui d'ailleurs il y a quelques années tirait un boulet rouge contre ces journalistes qui rejoignaient le monde politique. Alors, il est nommé en tant que porte-parole. Porte-parole. Oui. Il n'est pas nommé en tant que journaliste. Non. Donc, Laurence Benaïm est journaliste, on est d'accord. Oui. Elle était chargée de la communication de Monsieur Macron lors de ces élections, etc. Oui. Bon, je veux dire que je suis pas choqué. Si les journalistes, il arrête de faire son métier de journaliste et qu'il se met au service, c'est son choix. Je veux dire que je vois pas où est le rapport. Après, chacun décide, mène sa vie comme bon lui convient. Comme Robert Ménard qui a fait des choses et qui se retrouve dans autre chose. En tant que journaliste, s'il arrête d'être journaliste et qu'il se charge que de la communication, moi ça me dérange pas. Il a même supprimé ses pages personnelles sur les réseaux sociaux. Voilà. Il a supprimé sa page Facebook, son compte Twitter. Oui, parce qu'il y a peut-être des déclarations qui peuvent lui peut-être. Mais c'est aussi un bon communicant. C'est aussi un bon communicant. Voilà. Donc après peut-être qu'il y a un peu de frustration parce
parce qu'elle avait postulé elle aussi. Voilà. Mais tout le monde critique, personne ne refuse le poste. Dans ce cas, il suffit pas de bien connaître le président pour s'en sortir. C'est pour le coup très réel. Et quand tu m'as donné une info, c'est qu'il tirait à boulet rouge sur Macron il y a quelques années. Oui, bien sûr. Là aussi, mais il n'y a pas quelques années. Là, lors des élections. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé, qu'il est pro-Élysée? Là, on lui propose un poste d'être un communicant, de ramener de communiquer. C'est tout à fait différent de ce qu'il a fait. Il dit quand même que c'est son ami. Son ami à qui? À Macron. Oui, mais c'est pas parce que c'est dans l'adversité que se révèle l'amitié. Ah, pas mal. Bon, bien joué Jean-Marc. Bravo. On applaudit. Allez, on applaudit. Voilà. Bon, applaudissez-vous aussi chez vous. On va parler d'un autre sujet. C'était donc hier soir dans le 20h de France 2. Zoom sur les produits bio qui rapportent gros aux commerçants, tout particulièrement au supermarché. L'écart de prix entre les produits normaux et bio sont de plus en plus importants, mais ce que les consommateurs ne savaient pas, ce sont les supermarchés qui gonflent les prix, notamment de leurs marges. Écoutez. Selon l'étude d'une association de consommateurs, la grande distribution profiterait de l'engouement des clients pour augmenter les prix. En comparant 2 paniers de fruits et légumes vendus dans les grandes surfaces, UFC Que Choisir a fait les comptes. 368 € pour le panier non bio, 660 pour l'équivalent bio, près du double. Une différence justifiée en partie. Produire en agriculture bio coûte plus cher, moins de rendement, plus de main-d'œuvre. Mais cela n'explique pas tout. Les marges brutes des magasins feraient encore grimper la note. Pour ce même panier, elles sont quasi 2 fois plus élevées en bio. Sur certains produits, les marges explosent, comme le poireau, 3,13 € en bio, 3 fois plus qu'en conventionnel. Un vrai sujet, pour le coup. Là, on s'aperçoit finalement que les supermarchés s'engraissent sur le bio. S'engraissent sur le bio, et je veux dire que il est d'intérêt national et de l'intégrité des êtres humains d'avoir des produits de consommation dignes de ce nom. Et que là aujourd'hui c'est un vrai scandale, c'est-à-dire que pour pouvoir se nourrir dans des bonnes conditions, il faut payer beaucoup plus cher. Donc je pense que là, encore une fois, l'État-providence, on va dire que c'est aussi qu'il y ait des lois, qu'il y ait des mesures qui soient faites pour que les choses soient régulées. Parce que manger du bio, c'est pas que du luxe, c'est aussi vouloir garder sa santé. C'est aussi vouloir se protéger contre les pesticides, parce que nous avons de plus en plus de gens qui sont allergiques à certains pesticides, insecticides et tout, etc. Donc je pense que là, il y aurait quelque chose à faire dans ce sens. Oui, mais ça a un coût quand même, Jean-Marc. Pour manger bio, il faudrait justement que ce soit régulé, et il faudrait qu'à ce moment-là, il y ait des grands chantiers qui soient faits aussi pour les gens qui font du bio, qu'ils aient des encouragements de manière à ce qu'ils aient des aides, qu'on leur facilite les choses afin qu'ils réduisent leurs marges et que ce soit à portée de tout le monde. Oui, alors réduire leurs marges, c'est pas d'actualité pour le coup aussi, non ? En tout cas, j'ai lu l'étude de Que Choisir, et vraiment c'est étonnant. Ils te disent que parfois c'est expliqué parce que il y a des produits qui périment plus vite que les produits non bio, justement, parce qu'ils ont des pesticides et des, je sais plus comment on appelle, conservateurs, exactement. Ils sont pas ionisés. Mais en vérité, t'expliques que sur d'autres produits comme les poireaux qui ont une longue conservation déjà naturelle, on comprend pas que c'est un des produits les plus chers et où la marge elle est faramineuse pour les magasins. Ouais. Quand je reviens sur ce que dit Jean-Marc, c'est un vrai frein, c'est une barrière discriminante déjà pour les quartiers, parce que le bio, ça doit être une nécessité pour tout le monde. C'est des très bons produits, on peut pas le négliger, ça développe aussi les agriculteurs locaux et tout le marché local qui existe et qu'en plus qui est à la ramasse en ce moment. Bon, rien n'empêche d'aller acheter directement, je veux dire, chez l'agriculteur. Faut-il avoir les moyens? D'autre part, il faudrait qu'on change notre mode de consommation, c'est-à-dire qu'il faut plus qu'on cherche forcément un bio qui vient de je ne sais pas où. Faudrait qu'on cherche déjà à consommer, on va dire localement, régionalement déjà. Faudrait développer cela quand même. Ce qu'on appelle le circuit local. Et le circuit local, ça se développe. Circuit court. 17, on le voit beaucoup. Circuit court. Et le 95. Dans les quartiers parisiens où je vis maintenant, on le voit aussi. D'ailleurs, en bas de chez moi, le petit. Je me boboise. Et en fait, en bas de chez moi, il y a 3-4 magasins bio. Ouais. Ces magasins bio, ils tournent du matin dès l'ouverture. Il y a la queue, le magasin il est fermé, il y a la queue devant. Pain, produits, tout, etc. Et il y en a 3-4 qui sont remplis du jour jusqu'au soir, jusqu'à la fermeture, et ils arrêtent pas. Et je reviens sur ce qu'a dit Jean-Marc encore une fois.
des fois, tu te demandes si c'est pas du luxe ou une certaine mode pour eux. Parce que c'est souvent les mêmes profils qui sont dans ces magasins-là. Encore une fois, c'est pas... Tu veux dire que c'est les bobos qui mangent bio? C'est l'effet de la gentrification. Voilà, exactement. Encore une fois, c'est ce qui se passe sur Paris par rapport au logement. On le revoit aussi sur les produits. Regarde, c'est ça, la gentrification. On le voit aussi dans les magasins, ce que je vois. Tout à fait. Par rapport au prix, c'est déjà un frein. Et même si demain on baissait les prix, mais qu'on communiquerait pas autour de ça, déjà, dans l'impact dans une famille qui est démunie ou qui a moins de moyens que les autres, ce serait pas sa priorité de rentrer dans le magasin pour acheter. En fait, il faudrait que nous apprenions à manger moins, mais mieux. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, dans le zapping aussi, le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, était l'invité ce matin, de France Info TV, et à la question de Jean-Michel Apathy, avez-vous voté pour Emmanuel Macron au premier tour? Voici sa réponse. Vous avez voté pour Emmanuel Macron au premier tour? Pardon? Vous avez voté pour Emmanuel Macron au premier tour? J'ai pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour, si je dois dire la vérité, parce que je souhaitais que sur mes sujets, on densifie et on intensifie un petit peu l'ambition. Ma mémoire me fait défaut, mais on connaît votre vote du premier tour? Pardon? Ma mémoire me fait défaut, mais on connaît votre vote du premier tour? Non, je ne l'ai pas dit. Vous souhaitez le dire? Pourquoi cacher les choses? D'accord. À force de ne pas dire les choses, on finit par être suspect. J'ai voté Benoît Hamon au premier tour. Vous avez voté Benoît Hamon au premier tour. Il a des petits problèmes d'oreille, Nicolas Hulot, a priori. Nicolas Hulot, donc, qui annonce qu'il a voté Benoît Hamon. Mais il est où le problème? Le président a dit qu'il allait réunir toutes les forces. Il n'allait pas prendre que ceux qui ont voté pour lui. Il veut casser le système. Il veut remettre complètement en question le système politique, ce qui est en train d'être fait. Mais ce que je voulais pointer du doigt, moi, c'est les questions et le niveau des journalistes en France. Vous voyez, on a Nicolas Hulot, justement, en face de soi. On a quand même pas mal de questions à lui poser, notamment sur le bio. Ça l'intéresse, c'est son domaine. Exact, ouais. Et on lui demande qui il a voté au premier tour. Vous voyez? Ouais. Je reprendrai un post d'Ulysse justement sur les réseaux sociaux où il explique que Manuel Valls il se fait interviewer pendant plus d'1 heure à la télé, je sais plus par qui, et pas une seule fois on revient sur ce qui s'est passé cet été avec Farida Amrani. Ouais, ils ont tout intérêt à ce qu'on n'en parle pas. En tout cas, Manuel Valls a tout intérêt. Le journaliste, c'est pas dans son intérêt, non. Bah oui. Normalement, il doit créer ce buzz, il doit être pertinent. Il y a quand même pas une liberté de parole et d'intervention sur ces radios, sur ces télés. Faut pas l'oublier. Il y a une ligne éditoriale très restrictive et les questions souvent sont soumises avant. Oui, sinon l'invité. Donc la liberté d'expression, elle n'est pas vraiment franchement au rendez-vous, quoi. Ben non, faut dire la vérité. Selon qu'on travaille sur RMC, RTL, Europe 1, bien sûr, c'est les évident. patrons, on les c'est connaît. Logique. Sinon, on va se faire des ennemis. Comment ça s'est passé chez Bolloré, ça a été prouvé. Et comment ça se passe à chaque fois? Les questions, elles sont soumises à l'avance, et puis il y a des questions qu'il faut pas poser, sinon il reviendra pas. En tout cas, à France Maghreb 2, on peut poser toutes les questions. C'est l'avantage. C'est pour ça qu'ils viennent pas. Forcément, évidemment. Si je puis rajouter quelque chose, nous avions parlé du bio. Oui. Alors, il m'est dit que, en fait, que les bonbons sont sans gluten et ils sont sans OGM et additifs et bio. Les bonbons tu veux dire les bonbons de la Hitbox? Voilà. Ah, merci. Exactement. Publicité. Voilà. Voilà. Parce que garde des délices. Alors, ça vient d'une personne qui m'envoie l'info que pour sa fille qui est allergique au gluten et tout, etc., qu'elle allait justement choisir, prendre les bonbons là-bas par rapport à ça. Eh ben, elle a qu'à jouer si elle veut gagner une Hitbox tout à l'heure. C'est William, notre cher, notre petite William peut jouer. Notre psychologue. Eh ben, Dard des délices. Je rappelle, dans quelques minutes, on vous fera gagner donc cette Hitbox avec des bonbons sans gluten et sans OGM. Et d'ailleurs, aussi, je rajoute, ils ont une gamme aussi pour les diabétiques. Ils ont créé une gamme pour que les diabétiques puissent consommer leurs bonbons. C'est fabriqué eux-mêmes, c'est à Épinay-sur-Seine et ils nous offrent toute cette semaine donc la Hitbox sur France Maghreb 2 à gagner tout à l'heure. Il vous suffira juste de choisir, de faire le bon choix, Jean-Marc Zébellus ou Osineras, et je le soumettrai un questionnaire de 5 questions chacun et c'est celui évidemment qui remportera le match qui fera gagner l'auditeur en question. Donc très simple, vous n'avez rien à faire amis auditeurs, juste à soutenir le bon cheval entre guillemets. Pour finir ce zapping, de Pompidou en passant par Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, la tradition des chiens, des waf-waf à l'Élysée. Le couple présidentiel souhaitait trouver un chien qui soit à la fois joyeux, mais aussi un chien accueillant pour pouvoir recevoir les visiteurs de l'Élysée, pour pouvoir vivre aux côtés des enfants et des petits-enfants de la Première Dame et des animaux qui sont très présents dans leur famille. Voilà, ces critères étant très simples, ça a été un véritable coup de foudre entre le président de la République et ce chien.
Depuis Georges Pompidou, tous les présidents français en exercice ont eu un chien. Samba pour Valéry Giscard d'Estaing, Sumo pour les Chirac, Philae pour François Hollande ou encore Dumbledore pour Nicolas Sarkozy. Des compagnons canins qui ont eu parfois le droit à tous les honneurs. En 2002, le chanteur Renaud a même composé une chanson en hommage à Baltique, l'animal de compagnie de François Mitterrand. Reconnaîtra les chiens. Un chef d'État et son chien, une tradition souvent synonyme aussi de communication. C'est un message fort qui est dans une continuité finalement présidentielle. Et vous savez comment il s'appelle ce chien? Lequel? De Macron? Dumbledore. Non, ça c'est Sarkozy. Ah, mais... C'est Nemo. Ah, bah, d'accord. Il a pas d'enfant, Macron. Il ferait mieux d'adopter un enfant. Bah, il a des enfants via sa femme. Non, mais lui, il en a pas. Il ferait mieux d'adopter un enfant. Ce serait plus sympa. Et vous savez qu'il fait vraiment décidément rien comme les autres, parce que là, on avait l'habitude d'avoir quand même des pures races concernant les anciens présidents. Lui, c'est un croisé. Ouais, mais ça reste un chien, quoi. Oui, ça reste un chien. Oui, non, mais un chien. Mais c'est quoi encore cette discrimination canine? C'est un métis, ils ont pris un métis. Ils ont pris un métis, voilà. Oui, en tout cas, voilà. Donc Nemo, c'est pas le poisson, c'est un chien, et c'est donc le nouveau chien de l'Élysée, sous l'ère Macron, adopté à la SPA, donc cette semaine, ce week-end, exactement. Donc bienvenue à lui. Voilà, donc bienvenue. Voilà, bienvenue Nemo. On va passer maintenant à la vie tranchée, direction Sarcelles, avec notre ami Austin Ras pour parler d'un monsieur qu'on connaît bien, François Pupponi, le meilleur ami d'Austin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Quelles sont les dernières nouvelles de François Pupponi au Cidras? Alors en fait, je voulais rebondir à une annonce qui a été faite dans le Parisien hier et sur laquelle on s'attendait depuis un moment déjà dans notre ville. Faut savoir déjà qu'au début de l'été, François Pupponi avait perdu son rôle de président de l'ANRU. Donc il n'est plus depuis quelques mois, on ne sait pas s'il a démissionné ou si son contrat s'est arrêté. En fait, depuis quelques mois, il n'était plus président de l'Agence nationale de la rénovation urbaine qu'il occupait depuis fin 2014. Alors, hier, il annonçait sa démission de la mairie de Sarcelles en tant que maire. Donc c'était une obligation puisqu'il avait jusqu'au 29 août pour donner sa démission suite à la loi sur les non-cumuls des mandats. Et comme il vient d'être élu député face à président du CCF, Samy Débat, le 29 août, hier, il a déposé sa démission et désormais il sera sûrement premier adjoint de la ville, comme l'a fait Strauss-Kahn il y a quelques années. Faut savoir que François Pupponi est arrivé de la même manière à la mairie de Sarcelles, à la mairie de Sarcelles, en 97, lorsque Dominique Strauss-Kahn était appelé au ministère et qu'il ne pouvait pas cumuler être ministère et maire en même temps. Il avait laissé la place à son premier adjoint qui n'était personne d'autre que François Pupponi. François Pupponi va laisser sa place à Monsieur Maccioni, qui était son premier adjoint et qui était aussi conseiller à l'Élysée sous l'ère François Hollande au sujet des quartiers, si je me trompe pas. Donc Maccioni, c'est le fils de l'ancien préfet du Val d'Oise, grand ami de François Pupponi, et il me semble que c'est plus un parachutage familial, comme disait justement Cécile Amar juste avant par rapport au responsable de la communication, au porte-parole de l'Élysée, au nouveau porte-parole de l'Élysée. Et ben ce jeune parachuté va devenir sûrement maire au prochain conseil municipal qui arrive le 7 septembre. Faut pas oublier aussi que cet été il y a eu quelques rebondissements dans la ville de Sarcelles au sujet de François Pupponi. Samy Débat avait contesté son élection en tant que député. Finalement, c'est tombé à la poubelle puisque François Pupponi a été confirmé dans ce rôle-là. Mais il y a eu aussi un article où je suis présent dans le Monde diplomatique. Donc c'était plus une enquête, un gros article de 2 pages que je vous invite à lire dans le Monde diplomatique du mois d'août. Dedans, donc François Pupponi. On pourrait appeler ça, je sais pas, mais il fait une fixation sur une certaine communauté qui est maghrébine, qui plus est musulmane surtout. Et je vous laisse lire et découvrir cet article pour savoir ce qu'il en est. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le point sur la ville de Sarcelles. Jean-Marc, apparemment Sarcelles c'est la ville des parachutés? Ça a toujours été, tant que tel. Il n'y a pas que des parachutés, c'est aussi la ville où certaines personnes arrivent et ont des logements avant ceux qui ont droit, qui sont sur place. C'est une ville où les choses se passent pas comme ailleurs. Et mais pour François Pupponi, non, puisque dans l'article du Monde diplomatique, il dit alors faut pas comprendre qu'à l'époque de l'interview, il est président de l'ANRU quand même, et il explique aux journalistes en face qu'il n'y a pas de problème social dans les quartiers. Il est président de l'ANRU. Et il explique que non. Mais après, il revient en arrière et il explique que si, il existe des problèmes sociaux, mais pour certaines communautés. Alors il cite quelques communautés pour qui il n'y en a pas. Il dit les chrétiens d'Orient, les juifs, etc. Non, eux, ils font du boulot, ils font du business, donc il n'y a pas de problème avec eux.
Donc il te laisse penser que pour les autres communautés, si, il y a un problème social. Donc les Noirs et les Arabes, si je comprends bien le message. Donc les Noirs et les Arabes ne font pas de clientélisme. En fait, on a un problème social. On peut pas, on est malade peut-être. C'est facile. Voilà, très on facile. est peut-être tous borderline, je sais pas. Voilà, Donc en fait, t'es en train de nous dire que le prochain maire de Sarcelles, c'est donc quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui ne vit pas à Sarcelles, qui n'a pas grandi à Sarcelles, qui ne comprend pas notre vie. Encore une fois, comme toute l'équipe municipale, la majorité de l'équipe municipale de notre ville. Je parle des élus et compagnie. Encore une fois, on va se retrouver entre gens de communauté gérés par des autres, des gens de quartier qui sont gérés par des gens qui ne sont pas du quartier, qui viennent nous apprendre, peut-être nous éduquer, comme on dit tout à l'heure. Donc on attend de voir encore une fois. J'espère que les citoyens ne seront pas si résignés que les dernières années, que vous commencez à se réveiller pour faire tout ce qu'ils veulent. On va suivre de près, hein. On verra s'il est autant clientéliste que François Pupponi, s'il est autant communautariste que François Pupponi. A priori, oui, il n'y a pas de raison que ça change, hein. Moi, même le fait qu'il ne vient pas de la ville et qu'il connaît pas nos problèmes, moi, ça me gêne déjà. Je pense qu'il y a un fossé énorme entre les municipalités et ce qui se passe sur le terrain. Je pense que les partis citoyens sont le plus amenés à gérer des villes. Plus on va localement, plus il faut gérer. Même dans nos quartiers, il faut mettre des élus de quartier. Moi, ça, c'est mon avis à moi. Il faut qu'on aille au plus près de l'habitant, au plus près du hall, au plus près de l'appartement, au plus près du problème de nos villes. Tant que tous ces élus et toute leur équipe restent dans leur bureau, au-dessus de nos bâtiments, nous regarder derrière leurs fenêtres, il n'y a rien qui changera dans notre quartier. Allez, dans un instant, messieurs, dames, vous allez pouvoir maintenant nous appeler au 01 40 33 9000. C'est le numéro gratuit pour jouer, donc franchement nickel. Allez. Et pour gagner quoi? Pour gagner une Hyde Box offerte par Dard et Délices. C'est à Épinay-sur-Seine, mais aussi sur internet dardetdélices au pluriel.com. Hyde Box qui comprend à l'intérieur des bonbons pour l'Aïd et pour évidemment satisfaire les papilles de vos petits-enfants pour cette belle fête de l'Aïd qui arrive à grands pas dans J-2 le 1er septembre. 01 40 33 9000, c'est très simple, il vous suffira de faire le bon choix. Au Sinras, Jean-Marc Zébélus, à vous de jouer. 01 40 33 9000. On va s'attaquer aussi au chantier de l'Islam de France dans un instant, puisque 3 élus sont montés au créneau au travers d'une tribune publiée hier dans la presse, s'inquiétant du manque d'engagement et d'un système en panne concernant l'organisation de l'Islam de France. J'ai senti dans ton intonation de voix quand t'as dit Ossine, Jean-Marc. Oui. Là, les auditeurs ont compris qui il fallait choisir, tu vois. Ah bon, tu crois? J'ai bien aimé, oui. Ah oui. 01 40 33 9000. Hyde Box a gagné. 01 40 33 9000. À tout de suite. 17h29, bon début de soirée, bon retour à la maison, bienvenue, c'est le Grand Forum. Avec monsieur Jean-Marc Zébélus et avec monsieur Ossine Ras qui sont avec nous aujourd'hui. Dans un instant, à parler de l'Islam de France, le chantier de l'Islam de France en panne, selon en tout cas 3 sénateurs qui s'inquiètent bien sûr, mais pour l'heure, c'est l'heure de jouer. Le quiz du LGF avec à gagner un vrai jingle de la télé, tout ça. Avec à gagner une Hyde Box offerte par Dard et Délices au 45 avenue de Lattre de Tassigny, 93 800 Épinay-sur-Seine. Dard et Délices au pluriel.com sur internet. Numéro de téléphone 01 48 27 42 69. Et pour jouer avec nous et faire le bon choix, je l'espère, nous avons Aziz. Bonsoir Aziz. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir Aziz, il nous appelle d'où Aziz? Là je suis sur Bondy. De Bondy. Et nous avons également Larsen. Salut Larsen. Salut les gars, bonsoir Christophe, bonsoir Larsen, bonsoir tout le monde. Salut Larsen. Larsen, il nous appelle d'où monsieur Larsen? De Cergy. De Cergy-Pontoise. Ah bah je vous préviens tous les deux, déjà vous pourrez pas vous deux me choisir. Hein. Non, attends. Je leur dis au cas où ils ont décidé, tu vois. Alors, je vais procéder, je veux dire comme on procède dans beaucoup d'endroits, par ordre alphabétique. Donc Aziz, ça commence par un A. Aziz, tu choisis Jean-Marc ou Ossine? Allez Jean-Marc. Tu choisis Jean-Marc. Donc Larsen, t'as choisi Ossine par procuration, on va dire. De toute façon, je voulais choisir Ossine. Frérot, t'es de Cergy pour toi, c'est ça? Ouais, il est de Cergy, ouais. Bah c'est bien, 95 représente. Tous les deux, on est du 9-5, on va faire équipe. Voilà. Alors, et Jean-Marc, il est... Et Jean-Marc, il est où Jean-Marc? 93, bah c'est bien les gars. Très bien, voilà. Bondy, oui, absolument, oui. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, on va démarrer par Aziz, puisqu'il a choisi Jean-Marc. Donc Jean-Marc, je vais te poser une série de 5 questions. À toi de répondre le plus juste possible, hein, évidemment. Et ensuite, on fera la même avec Ossine. Alors, si tu connais pas la réponse, Jean-Marc, tu passes et on fera le résultat après, d'accord? Ouais. Alors, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. On y va, on démarre par la première question. Top départ.
Alors, la grande mosquée de la Mecque se dotera en 2018 des plus grands parasols au monde. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je dis vrai. Dans quel pays un habitant sur 3 se dit et se sent menacé par les musulmans? S'agit-il de la Belgique ou de la Suisse? La Suisse. Comment appelle-t-on l'arbre sur lequel nous cueillons des kakis, des kakiwa ou des plaques miniers? Kakiwa. Quel titre de noblesse est immédiatement inférieur à celui de comte? S'agit-il de vicomte ou de archiduc? Je dirais archiduc. Et enfin, dernière question, quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? S'agit-il de Auckland ou de Wellington? Auckland. Comment tu le sens, mon ami Aziz, pour ton ami Jean-Marc? Bah, c'est à peu près tout bon, hein. Il me semble. Peut-être j'ai une hésitation sur une, là, que... Bon, eh ben, alors on va vérifier tout ça, histoire de mettre la pression sur Rossine. 3 sur 5. Ah, pas mal. Alors, première question. Effectivement, la mosquée, la grande mosquée de la Mecque va bien et bien se doter des plus grands parasols au monde pour 2018. Première bonne réponse, mon cher Jean-Marc. Dans quel pays un habitant sur 3 se sent menacé par les musulmans? Tu m'as répondu la Suisse. C'est une bonne réponse. Facile aussi. Ça se complique. Comment appelle-t-on l'arbre sur lequel on cueille des kakis? Tu m'as répondu kakiwa. J'aurais dit l'autre. C'est des plaques meuniers. Ensuite, quel titre de noblesse est immédiatement inférieur à celui de comte? Tu m'as répondu archiduc. C'est vicomte. Désolé. Bon. Eh oui. Et la dernière question que je te posais, mon cher Jean-Marc, quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Tu m'as répondu, t'es tombé dans le piège. Auckland, c'est la capitale économique. Auckland, c'est la capitale économique. Wellington, effectivement. Donc ça nous fait combien? 2 sur 5, mon cher ami Aziz. Et même malgré ça, je me sens pas trop, moi aussi. J'ai vu la difficulté des questions. Non, t'inquiète. Larsen, ça va? Tu te sens bien? De quoi, excuse-moi? Tu te sens bien? Ça va? Tout va bien? Oui, facile, ouais, ça va. Bon, moi, je m'excuse d'avance au cas où, d'accord? Non, mais... Ah, mais recule du micro parce qu'il y a du Larsen. Excuse-moi. Alors, le score à battre est donc, essayer de faire 4. Hein, c'est ça? Allez, on y va aussi. Est-ce que t'es prêt? Oui. Allez, top départ. On déclenche le chrono. C'est parti pour la première question. À quel groupe musical international doit-on la bande originale du film Flash Gordon? S'agit-il de Queen ou The Doors? J'ai 33 ans, tu me poses une question comme ça. Queen ou The Doors? The Doors. Impossible. Combien de temps dure un mandat d'un président aux États-Unis? S'agit-il de 4 ans ou de 5 ans? 4 ans. Dans quelle ville sont situées les plus belles ou célèbres falaises de France? S'agit-il de Étretat ou de Saint-Malo? Étretat. Combien de paires de côtes possède-t-on? 8 ou 12? On perd, hein, donc on perd. Paire de côtes, combien? 8 ou 12? 8. 8? Oui, 8. Quelle capitale actuelle était appelée Philadelphia au temps des Romains? S'agit-il de Téhéran ou de Amman? Oh là là, Amman, allez. Bon, la scène, je suis désolé, c'est vraiment, j'ai essayé de gérer comme Attends, mais... Est-ce que tu aurais répondu comme moi d'abord? Ouais, d'abord. Oui, mais ça va, je pense que t'as bien répondu. Merci, frérot. Bon, on va voir ça tout de suite. Pour moi, j'ai gagné. Si tu me réponds ça, c'est comme si j'avais gagné. Alors, la première question que je te posais, à quel groupe musical international doit-on la bande originale du film Flash Gordon? Tu as répondu The Doors. Jean-Marc a répondu impossible, il a raison, c'était Queen. D'accord, c'est trop loin pour moi, c'est pas ma génération. Combien de temps dure un mandat d'un président aux États-Unis? Tu m'as répondu 4 ans, c'est une bonne réponse. Ouais, dans quelle ville sont situées les plus célèbres falaises de France? Tu m'as répondu Étretat, c'est une deuxième bonne réponse. Égalité. Combien de paires de côtes possède-t-on? Tu m'as répondu 8 et c'était 12 la bonne réponse. Et la dernière question. Quelle capitale actuelle était appelée ou surnommée Philadelphia au temps des Romains? Tu m'as répondu Amman et c'est effectivement la bonne réponse. Du coup, ah bah non. Bah si, il y a 3-2. 3-2. Mais il a fait 2 sur 5. C'est pas 3 sur 5? Moi j'ai fait 3 sur 5, il a fait 2 sur 5. Il a fait 2 sur 5, effectivement. Eh bien la victoire est pour Larsen. Alors qu'est-ce que je vous disais alors? C'est bien. Mais les questions étaient un peu plus faciles pour vous. Je trouve qu'elles étaient Larsen, plus dures c'est pour toi mon ami. Bon appétit. Larsen, tu nous entends? Larsen, t'es où?
Oui, je vous entends. Ah ouais, d'accord, excuse-moi de te réveiller, tu viens Vous de nous gagner laissez une l'adresse Xbox, pour le mon cadeau, ami. hein. Félicitations pour la scène. Hein. Ouais. Ah, franchement. Bon, Désolé. Vous avez vu, amis auditeurs, c'est pas bien compliqué, vous avez juste à faire le bon choix, Et quoi. le pire, c'est que la première personne, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, la personne de Aziz. Bondy. Aziz, excuse-moi, Aziz. Aziz, t'avais le choix. La scène, il l'a pas eu, mais toi, tu as eu le choix. Oh, Tu as vas-y, choisi bon Jean-Marc. jeu, il reviendra, on gagnera. Donc, Zebellus n'était pas forcément le bon cheval à choisir aujourd'hui. Non, j'étais pas le bon cheval. Mais les questions étaient plus faciles du Mais c'est côté normal, de ils ont pas Sim. misé sur le Ah, le pourcent mandat arabe, de c'est 4 pour ça. ans Obama, c'était pas compliqué. Ouais, d'accord, mais par exemple, la ville surnommée Philadelphie à l'époque. Ouais, bon, ça, Amman, ça pouvait pas être l'Iran, c'était impossible. Pourquoi Pourquoi Parce que l'Iran, ça n'a rien à voir avec ils ont pas été Oh jusqu'à là là, là-bas. ça, il a raccroché. Ah, Ça y est, c'est bon, aussi, t'as il s'est commencé à barré. expliquer, ils ont c'est pas barré. pris jusqu'à Aziz, il s'est barré. Aziz, il s'est barré. Bon, monsieur, bah, il s'est barré aussi, lui. Oh là, un petit problème rappelé. Qu'est-ce qui se passe, là? Notre ami, c'est... Larsen rappelle, hein. Larsen! Bon, Larsen est séparé aussi. Donc Larsen, rappelle-nous tout de suite au 01 40 33 9000 pour qu'on puisse prendre tes coordonnées évidemment pour t'envoyer. Eh bien, cette Hidebox qui, je le rappelle, est offerte donc par Dard et Délices au pluriel au 45 avenue de Lattre de Tassigny, 93 800 Épinay-sur-Seine. Dard et Délices au pluriel.com sur internet et le numéro de téléphone 01 48 27 42 69. Bon, eh bien, bravo en tout cas Larsen qui doit nous rappeler tout de suite pour bien entendu qu'on valide son adresse. Il est là, Larsen? Non, c'est pas Larsen, c'est Aziz. En fait, je me suis pas du tout barré. Ah d'accord, Ah, ok. d'accord. Bah, Bon, comme Larsen, il a raccroché, bon, t'as gagné. écoute, merci en tout cas Aziz d'avoir tenté ta chance. Merci Tu pourras Aziz, à bientôt. demain jouer contre Amoubou Bravo, Akaz, Aziz. si tu veux en tout cas. Salut Aziz, à bientôt, bonne soirée. Vas-y, salut. Et reste Salut. à l'écoute évidemment de France Maghreb 2 du Grand Forum. Pour l'heure, voici la nouvelle chronique avant de parler du chantier de l'Islam de France, d'autant que notre ami Larsen nous rappelle et qu'on puisse prendre ses coordonnées. La playlist de la team LGF et nous avons demandé à Ossine qu'il nous fasse partager un titre et qu'il nous explique ce pourquoi il voulait nous faire écouter ce titre. Ossine, nous sommes tout oui. Alors, moi, j'ai choisi Entourage de Youssoupha. C'est un très bon son, déjà j'aime bien cet artiste parce que je trouve que ses textes ils sont très bons. Et puis voilà, moi je voulais dédier vraiment ce début d'année du Grand Forum à tous nos auditeurs et à toute l'équipe du LGF. Et puis voilà, c'est que je pense que dedans il y a la solution pour le vrai vivre ensemble. Youssoupha, Entourage. Ah, il est juste mortel ce son aussi, hein. Merci beaucoup. Voilà. Youssoupha, ça s'appelle l'Entourage. Juste pour une phrase dans son son, c'est qui est très bonne et je voudrais la mettre en avant. C'était faudrait être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Et voilà, c'est comme une chaîne de solidarité. Sourire aux gens pour qu'ils sourient à d'autres. Se suffire à ce qu'on a. Exactement. Voilà, merci beaucoup. C'était donc le titre choisi par Ossine Ras dans la playlist de la team LGF. Ce sera ton prochain tour, ce sera toi Jean-Marc. Hein. Et je suis sûr que là tu vas nous gâter. Parce que Jean-Marc il fait partie de plein de groupes sur Facebook de musique différents et vraiment très éclectique. Et on va se régaler, je suis sûr. En mode funky jazz et tout ça. Ah non, pas seulement, il y a Caribéen. Il y a tout. T'es pas dans mon groupe, toi? Non, je suis pas dans ton groupe, non. J'ai trop de groupes sur Facebook, j'en peux plus. Voilà, il faut rejoindre les groupes Zebellus. La musique sans frontières. C'est bien. Ben, fais de la pub. Ou la musique caribéenne. Ah, c'est très bien, il y en a beaucoup à Sarcelles déjà. Voilà, mais ça part du reggaeton, du dancehall, du calypso, du reggae. Exact, en tout cas les découvrir parce que vraiment de très très belles perles dans ce genre de musique qui sont malheureusement pas assez passées en radio, pas assez médiatisées, parce que c'est pas de la variote comme on peut entendre partout malheureusement. Bon, on s'attaque un petit peu au chantier de l'Islam de France, puisque il n'a connu aucune avancée sérieuse, en tout cas c'est ce que déplorent 3 sénateurs, un an jour pour jour concernant la relance par l'État, vous en souvenez, les sénateurs donc en question, dans une tribune transmise à l'AFP, lors d'une journée de consultation, place Beauvau, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, avait annoncé le lancement d'une fondation laïque confiée à Jean-Pierre Chevènement et d'une association culturelle pour financer diverses actions, notamment dans le domaine de la formation des imams. La montagne a accouché d'une souris, accuse dans le texte donc ces 3 sénateurs, respectivement président, rapporteur et co-rapporteur de mission d'information du Sénat sur l'organisation de l'islam en France, qui avait rendu d'ailleurs en conclusion en juillet 2016. Les sénateurs, eux, s'interrogent sur la création donc de l'association culturelle chargée de centraliser l'ensemble des financements pour le bon fonctionnement de l'islam de France et de ses lieux de culte, de la formation théologique des imams,
où en est la mise en place d'une contribution plus volontaire également et négociée, plus prélevée sur la filière halal. Autant d'urgences qui ne sont toujours pas appréhendées alors qu'elles ont été indiquées, donc estiment ces 3 parlementaires. Il faut absolument, selon ces parlementaires, donner aux communautés musulmanes les moyens de ne plus être des otages des terroristes qui dévoilent l'islam et ont commis en France des attaques djihadistes ayant fait 239 morts en janvier et novembre 2015. Alors le chantier de l'islam de France qui était donc lancé, vous vous en souvenez, place Beauvau l'année dernière par Cazeneuve. Les sénateurs ont-ils raison de s'inquiéter de nous donner en fait aujourd'hui que l'impression que ce chantier n'a absolument pas avancé? Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que on a décidé de faire ça au prétexte que il y avait des attentats. Et déjà ça commence mal puisque vous avez un article du Point qui dit où en est le chantier de l'islam de France un an jour pour jour après sa relance, autour d'une nouvelle fondation, des voix s'élèvent pour dénoncer une absence d'avancée sérieuse dans un pays meurtri par des attentats djihadistes. C'est-à-dire qu'on fait un amalgame entre les attentats et l'islam. Déjà à la base, on veut faire ça en faisant un parallèle, un amalgame entre la cause des attentats, c'est l'islam. Alors comme l'islam n'est pas bien organisé, c'est à cause de ça qu'on a des attentats. Et c'est la même intro dans Sud-Ouest que je viens de voir. Il y a un problème déjà à la base. Il y a déjà un problème sur le fondement, sur l'idéologie de cette création. Justement, ça tombe bien parce que on peut relire dans cet article, donc dans cette tribune que ont lancé ces 3 parlementaires, puisque selon eux, écoutez bien, la fermeture administrative des lieux de culte est une réponse insuffisante à la surenchère terroriste, alors que plus de 17 000 sont recensés sur les fichiers S, les fichiers de signalement en l'occurrence pour la prévention de la radicalisation créés en 2015. Selon eux, la priorité doit être la formation en France des imams. Est-ce que pour vous c'est la vraiment urgence de cette organisation de l'islam de France, même si j'aime pas bien ce mot? Est-ce que c'est la formation des imams, l'urgence? Non, mais déjà avant de parler de formation d'imams, il faudrait reconnaître comme cette religion en tant que telle, elle fait partie de la France, elle fait partie de la nation. Parce que c'est des Français qui sont musulmans, des Français à part entière. Donc, leur culte doit être respecté. Déjà d'une. Donc, on n'a pas à dire que en formant des imams, on aura moins d'attentats. Ça n'a aucun rapport. En formant plus d'imams, ça n'a aucun rapport. Simplement, reconnaissons déjà, ayons du respect pour cette religion. Évitons de faire des problèmes sur des burkinis, évitons de faire des problèmes sur des barbes, sur des hijabs, sur des trucs. Respectons déjà la laïcité pour ce qu'elle est, déjà au départ, et puis les choses avanceront. Ce n'est pas en faisant les choses comme ça ça c'est des miroirs aux alouettes, ça c'est comme dirait l'autre, de la poudre de perlimpinpin. Austin, est-ce que ça passe par la formation des imams, l'urgence selon ces rapporteurs? Franchement, moi ça m'étonne pas le fait que cette association laïque ne fonctionne pas et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. On rappelle le président de la Fondation de l'Islam de France, Jean-Pierre Chevènement, ça a choqué à l'époque. Tu sais, c'est un peu comme déjà d'une l'amalgame qui est fait le parallèle qui est fait directement avec le terrorisme, etc. Je suis d'accord avec Jean-Marc à 100%. On dirait que justement tous ces articles qui sortent aujourd'hui et les sénateurs pareil sont sortis pour discuter de ça uniquement parce qu'il y a du terrorisme, donc c'est ça qui les a fait tilter. Deuxième chose où je suis aussi d'accord avec Jean-Marc, on parle de l'islam comme une religion extérieure à la culture française ou extérieure à la France qui vient et qui est imposée en France. Non, les Français les Français musulmans vivent l'islam en tant que Français, comme il l'a dit. Donc créer un système de musulmans de France, d'islam de France, moi j'y crois pas du tout. Vraiment. En fait, ce qui est gênant dans tous ces rapporteurs, ou tous ces articles, ou tous ces gens qui s'expriment au nom pour parler du terrorisme, c'est que ils veulent en fait dans un même, c'est très contradictoire parce qu'ils disent il faut absolument aider les musulmans à se dissocier de ce qu'est le terrorisme et les djihadistes. Et en même temps, ils pointent du doigt un certain manque d'organisation, laissant entendre que quelque part tous ces terroristes, ce phénomène terroriste, ça serait lié à l'islam. C'est un peu inquiétant comme contradiction. Mais c'est ça, oui, ça commence par ça. C'est l'idéologie, c'est créé, soi-disant, pour arrêter les attentats, alors que ça n'a absolument rien à voir. Peut-être qu'il serait intéressant de se poser la bonne question, d'arrêter de faire de l'interventionnisme à outrance dans les pays en question. Serait aussi intéressant de se poser la question comment et pourquoi certains pays occidentaux, dont la France, ont aussi fabriqué et monté en flèche Daesh et tous ces groupes terroristes à travers le monde. C'est là les bonnes questions, mais là personne ne pose ces questions. Jamais. Pourquoi ?
Voilà. Donc on cherche des boucs émissaires et en l'occurrence les boucs émissaires sont musulmans. Le point qui me touche aussi, c'est que toujours qu'on attrape un terroriste, là, on va savoir que c'est un musulman, on va connaître sa nationalité, d'où il vient, on va connaître son parcours, comment il a fait pour prendre le train, pour arriver de là à là, qu'est-ce qu'il a fait ces dernières nuits, ces derniers jours qu'il fréquente. On va faire la perquisition dans les prochaines heures, dans les appartements qu'il faut, comme par hasard, donc il était bien surveillé. Le problème derrière, c'est que nous, en titre d'information, moi en tant que citoyen, quand il arrive un accident, à la fin de l'année, on sait le taux de mortalité dû aux drogues, dû à l'alcool. La personne, elle a pas mal conduit parce qu'elle écoutait du Coran ou qu'elle est musulmane. Là, ces recherches qui sont faites, je pense que même sur les terroristes, même quand ils sont morts, on fait des études toxicologiques et alcooliques sur eux pour savoir s'ils ont bu ou s'ils ont pris des drogues. Justement, ils sont mais tous les drogués. résultats, on les a pas. Pour la plupart, ils sont tous drogués. Je vais dire une chose. Parce que si c'est le cas, à un moment donné, faut lutter de la même manière contre les drogues et de manière plus agressive, parce que s'il y a vraiment un lien entre les drogues qu'ils ont pris et les actes qu'ils font dans les rues, parce que pour aller tuer des gens en pleine rue, etc., je pense pas que c'est pas du courage qu'il faut, c'est vraiment un esprit très très faible, et un esprit très, qui est ailleurs, qui est plus là, qui est déconnecté de la réalité. Je dirais déjà, la plupart des gens qui font leurs conneries, c'est souvent des gens qui sont pas forcément pratiquants, combien même qu'ils le seraient. D'autre part, ils passent plus leur vie sur Internet, à se former, à pouvoir s'embrigader. C'est un problème. Donc, je pense qu'il faut s'attaquer aux bonnes choses et puis arrêter de faire des effets de manche, arrêter de faire du tapage. Je pense que le plus important, c'est déjà de respecter le principe de la laïcité qui n'empêche pas quelqu'un d'être en burkini, de porter son hijab, de faire ce bon lui semble. Parce que là, même nous, inconsciemment, on revient sur le même thème utilisé par les journalistes. On parle de l'islam de France, on a détourné directement sur le terrorisme. C'est-à-dire qu'inconsciemment, en France, on a ce lien qui est fait directement. C'est ça. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Faut qu'on arrête vraiment de en tout cas, tout faire pour lutter. Mais pour vous dire, il y a eu l'un des plus grands attentats qu'il y a eu au siège du FBI de Timothy Dalton, qui était un chrétien, pratiquant et tout. On n'a pas parlé de ça. Pourtant, c'était un chrétien extrémiste. Bon, dans un instant, coup de cœur, messieurs dames, pour finir, et vous pouvez évidemment continuer de réagir sur le mobile répondeur 06 18 21 56. Ça passe super vite ce grand forum. Vous trouvez pas? C'est bien. Ouais, c'est presque la fin. Tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Ossine Ras, avec Jean-Marc Zébélus. Super émission aujourd'hui. Merci les gars. Et encore bravo à Ossine qui a fait gagner la scène tout à l'heure pour le quiz du LGF. Je l'ai laissé gagner. Il voulait tellement la victoire que j'ai dû le laisser gagner. Mais la prochaine fois, ce sera différent. Papi, patata, etc. Rendez-vous. On connaît le truc quand on perd. Exact. Non, je suis un très bon perdant et je rends hommage à Ossine d'avoir gagné. J'avais tellement envie de gagner. C'est très fair play. Respecte ma culture. Respecte ma culture. Alors demain vous pourrez affronter. Là on va changer un peu les règles parce que Amou sera seul. À moins qu'il y en ait un de vous deux qui va me venir demain. Pas de problème, on peut faire demain. On verra. On verra, voilà. Bon, en tout cas il y aura Amou Bouakaz. Donc il n'a rien perdu de sa langue de vipère. L'ami Amou Bouakaz. Demain entre 16h et 18h on va se régaler. Donc c'est l'un de vous deux qui sont capables de venir l'affronter, l'ami Bouakaz. Eh bien vous êtes les bienvenus les gars. Alors on va terminer par les coups de cœur. C'est parti, il nous reste 2 minutes pour cette émission. Pour les coups de cœur de monsieur Ossine Ras et de monsieur Zébélus. Jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Qui veut commencer? Moi. Ossine. Vas-y Ossine. C'est bien, c'est bien. Comme ça tu pourras lire. Moi je voulais parler d'un petit endroit où je suis parti dimanche. Un très bel événement. C'est un café littéraire de culture afro majoritairement. Donc ça s'appelle Littérature. Donc c'est un jeu de mots. Lit de lecture. Thé parce qu'il y a des thés à vendre qui sont super bons et d'autres boissons, et il y a aussi un petit bar qui est super sympa avec des produits de toute origine, et puis littérature pour l'écriture en fait. Et il y a beaucoup de livres sur les origines afro, sur l'immigration, sur la lutte des peuples. Il y a aussi des romans, des bandes dessinées sur nos histoires, et c'était magnifique. Pourquoi ils ont fait cet événement dimanche? Rapidement, parce qu'ils voulaient récolter des fonds, et en même temps cette fête c'était la fête de la solidarité, donc un partage entre tout le monde. Ça se passe à Boulogne-Billancourt. Littérature, vous serez reçu par Roxane, c'est une personne magnifique qui a beaucoup galéré pour ouvrir ce lieu. Quand on sait le désert culturel et littéraire qu'on a dans nos quartiers, il n'y a plus beaucoup de librairies qui existent. Et le fait que des gens comme nous réussissent à ouvrir une librairie de ce type, elle arrive à faire fonctionner des salaires, et puis voilà, c'est magnifique, et je tenais à la mettre en avant, surtout qu'elle a subi des inondations volontaires, donc une sorte de... ils ont voulu casser son local, quoi. Et donc les inondations qu'ils ont fait dans ces locaux, ils ont perdu beaucoup de livres.
Tout a été inondé dans le local tout l'été. Et donc là, cette fête, c'était le moyen de montrer qu'ils étaient toujours debout. Ils ont récolté beaucoup d'argent, presque aux alentours de 7 000 € grâce à une cagnotte et aux ventes qu'ils ont fait ce jour-là. Et moi, je leur envoie toute ma force. Voilà. Littérature. Voilà, Boulogne-Billancourt. Et allez voir leur page Facebook, littérature. C'est un petit clin d'œil à la religion vue par Nizar Kabani, qui est un poète syrien, qui est déjà décédé, bien sûr. Alors, ça commence comme ça, je peux pas tout vous lire, on n'a pas le temps, mais ne vous en déplaise, j'entends éduquer mes enfants à ma manière, sans égard pour vos lubies ou vos états d'âme. Ne vous déplaise, j'apprendrai à mes enfants que ma religion appartient à Dieu et non aux théologiens, aux cheikhs ou aux êtres humains. Ne vous déplaise, j'apprendrai à ma petite que la religion c'est l'éthique, l'éducation et le respect d'autrui, la courtoisie, la responsabilité et la sincérité avant de lui dire de quel pied rentrer aux toilettes ou avant qu'elle-même manger. Donc je vous invite à lire ce poème qui est vraiment magnifique. Voilà. On n'a pas la religion vue par Nizar Kabani. Très bien, merci beaucoup messieurs. Jean-Marc Zébélus. Merci à toi Christophe, et merci aussi, à tous les auditeurs. on va saluer Aboubacar aussi qui est dans les studios là. Big up à Blockout Radio, Blockout TV. Voilà, ils vont faire un petit reportage pour le LGF au Grand Forum. Il y avait Kang et Booba aujourd'hui avec nous et voilà, ils ont pas participé, ils ont participé à leur manière. Voilà, exactement. Voilà, un grand merci à tous ces auditeurs, auditrices. Oui, bah oui. Fidèles. On retrouvera bientôt certainement pour une petite chronique d'infos par exemple. Vous savez les infos qu'on entend nulle part. Exact. Voilà. Aboubacar il va nous les donner ces infos. Et on salue d'ailleurs tous les habitants de Grigny aussi puisque voilà. 9-1 en force bien sûr. Merci beaucoup messieurs. Si l'un de vous deux veut venir demain, vous êtes les bienvenus. Aboubacar sera là en tout cas lui. Aussi Noras, Jean-Marc Zébélus, merci. Il est pile 18h. Bon début de soirée. Merci d'écouter France Maghreb 2. Personne ne vous le reproche. L'actualité tout de suite avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Une bonne nouvelle pour l'emploi. PSA va embaucher 800 personnes dans son usine de Mulhouse. C'est 15% d'effectifs supplémentaires. C'est la Peugeot 2008 qui booste la production. En Isère, les recherches pour tenter de trouver la petite Maëlys, 9 ans, disparue depuis ce week-end, se sont intensifiées aujourd'hui. Une soixantaine de militaires supplémentaires sont mobilisés depuis ce matin. Ils passent une nouvelle fois la zone au peigne fin avec un périmètre élargi. La vigilance orange orage est maintenue dans 19 départements, notamment l'Ain, l'Allier, le Cantal, mais également la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle ou encore le Puy-de-Dôme. En revanche, il n'y a plus que 2 départements concernés par l'alerte orange canicule, la Loire et le Rhône. Le gouvernement prépare les ordonnances réformant le code du travail. Elles seront dévoilées demain. Le sujet était au cœur du conseil des ministres de ce matin. Le porte-parole du gouvernement affirme que cette réforme restera un modèle de concertation car il y a eu plus d'une centaine de réunions avec les partenaires sociaux. Pendant ce temps à droite, on en est déjà à 3 candidatures pour la présidence des Républicains. De son côté, Laurent Wauquiez fait sa rentrée ce soir avec un meeting à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. Mais il va attendre encore un peu avant d'annoncer sa candidature à la présidentielle des Républicains, élection prévue en décembre. Le MEDEF termine son université d'été ce soir avec l'intervention dans 1 heure de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Il devrait confirmer une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la baisse de l'impôt sur les sociétés, impôt qui devrait passer de 33 à 28% dès 2018 pour finir à 25% en 2022. La tempête Harvey aux États-Unis arrive maintenant sur la Louisiane. Au Texas, les pluies ont cessé, mais la décrue sera très lente et de nombreuses personnes sont encore portées disparues. Sport football, et c'est Corinne Diacre qui a entraîné Clermont en Ligue 2 depuis 3 ans, qui a été choisie au poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.